passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Souleymane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre. Un espace sonore libre et hybride. Un espace qui aime aller à la rencontre des sonorités du monde. En 2007 à Tunis, dans un contexte politique répressif et liberticide, les danseurs et chorégraphes Selma et Sofiane Ouissi se sont posé la question du rôle que peut avoir l'artiste dans un projet de société. Dream City est né comme réponse concrète et sensible. Il y avait urgence d'investir l'espace public, se réapproprier la rue et l'irriguer d'interventions artistiques pour permettre peut-être de rêver à une vie et une ville meilleure. Aujourd'hui, Dream City est une biennale qui étire l'été indien et fait de Tunis l'épicentre de la création artistique contemporaine de la région MENA. Sa singularité, activer le patrimoine de la Médina de Tunis dans un parcours qui permet de découvrir des espaces inédits, habités pour l'occasion de présences artistiques originales et in situ. Et c'est en quadrifrontal, dans le patio de l'Institut national du patrimoine de Tunis, que Selma et Sofiane Ouissi co-signent leur dernière création, Bird. Pour en savoir plus, Sofiane Ouissi est mon invitée dans ce 56e épisode du Beau Bizarre. Sofiane Ouissi, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le Beau Bizarre. Vous êtes danseur, chorégraphe et avec votre sœur Salma Ouissi, vous êtes les cofondateurs et les co-directeurs artistiques du festival Dream City ici à Tunis. À Tunis où l'on se rencontre pendant cette édition du festival où vous présentez votre dernière pièce Bird. Mais avant d'entrer dans cette actualité, j'aimerais faire une connexion avec la France où vous présentez régulièrement votre travail et démarrer par l'écoute d'un premier extrait si vous voulez bien. Pour moi, le travail des Ouissi et le travail autour du moindre geste, il est essentiel dans ma démarche de spectatrice. Et, parce qu'il invite à rentrer dans un corps, à rentrer dans une intimité de manière singulière. J'écoute souvent des podcasts, je vois souvent des spectacles de danse. Et là, il y a une alliance des deux qui est très forte. C'est comme si le récit que j'entendais rentrait dans mon corps et activait des zones de mon corps ou des zones de mon cerveau de manière inhabituelle. Et donc, ça ouvre mon empathie. Et c'est un travail corporel et sonore, de lier ainsi les deux, de lier l'écoute, de pousser l'écoute plus loin par le corps et de pousser le travail du corps plus loin par l'écoute. Et c'est vraiment à cette jonction que le travail m'intéresse. Et il y avait évidemment une autre dimension, c'est d'entendre parler de récits, des portraits de personnes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans des pays, en lien avec des pays qui ne sont pas visibilisés en France. On n'a pas l'habitude d'entendre ces récits-là. Donc il y a cette visibilité des récits. Et en même temps aussi, moi j'aime beaucoup voir le travail du corps qui laisse la liberté au corps de tout à chacun de s'exprimer. Oui, cette liberté du corps qui est chorégraphiée, qui donne un cadre, mais qui donne la possibilité de voir la singularité des gestes de tout à chacun. C'est vraiment
le mimétisme que des gens, que tout à chacun, chacune a sur scène, voilà, de corps qu'on voit habituellement dans la rue, mais qui là sont mobilisés à reproduire une autre gestuelle qui est en train de parler. Donc c'est vraiment un corps qui parle, qui est reproduit, qui est incarné plus que reproduit. Et ce corps qui parle, enfin, j'aime aussi voir à des moments dans la pièce ne plus écouter, mais voir ces corps qui agissent ensemble. Enfin, de voir plusieurs corps reproduire un seul et même corps. Et ça, je trouve ça très très beau, même sans savoir qu'ils reproduisaient un corps, parce que la première fois que je l'ai vu, c'était aux rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Et je ne connaissais pas le processus, et c'est au fur et à mesure des portraits, presque du deuxième portrait, que je comprends. C'est ça aussi qui est très fin dans cette pièce, c'est qu'on est amené à comprendre le processus au fur et à mesure. Au départ, je m'interrogeais sur ce geste que je voyais. Est-ce que c'était le geste de la personne qui parlait? Est-ce que c'était un autre geste qui avait été chorégraphié? Enfin, tout est possible au départ. Et ça, j'aime ce travail très fin des Ouissi, de Selma et Sofiane, d'arriver progressivement à ce que l'on puisse rentrer aussi dans le processus. Donc c'est généreux également dans la réception, c'est qu'on rentre dans leur démarche, on comprend. Mais voilà, pour résumer, je dirais qu'il y a ce corps sonore, ce son, cette voix incorporée, ce travail aussi du moindre geste, du geste ordinaire, du geste du quotidien, qui est ainsi mis en scène avec ses déplacements dans l'espace, le fait qu'il y ait cette choralité de corps pour dire ou pour dire un récit. Enfin, voilà, ça m'a beaucoup plu, et également de rentrer dans un processus, de comprendre ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que les personnes voient? Est-ce qu'elles nous voient? Est-ce que c'est en direct? Est-ce que c'est un vrai film, pas un vrai film? Et j'aime voir des pièces comme ça où ça questionne. Donc pour moi, c'était très important que ça fasse partie de ces week-ends qui justement questionnent les espaces, questionnent la réception aux œuvres, questionnent les dispositifs. Et donc pour moi, la présenter au Théâtre de Gennevilliers, c'était dans le cadre de Sur les bords que je commissariais avec Frédéric Hermann, directrice de projet au Théâtre de Gennevilliers. C'était vraiment, ça faisait vraiment sens. Alors ici, la voix de Charlotte Imbaud, co-curatrice du festival Sur les bords, porté par le Théâtre de Gennevilliers en région parisienne, qui a donc invité un de vos précédents projets, Le Moindre Geste, et qui partage ici avec générosité sa réception de votre travail sur ce projet. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces paroles, et est-ce que cette approche qu'elle décrit est commune à tous vos projets? Oui, absolument. D'abord, je suis très très touché par la lecture de Charlotte, que je réceptionne avec bonheur et avec grande écoute. Et c'est extrêmement juste, elle pose des mots très justes sur le travail. Effectivement, c'est la trame, en tous les cas dramaturgiques, c'est la trame de recherche de tous ces protocoles qu'on invente depuis longtemps avec Selma, que ce soit le projet communautaire Laroussa en région rurale, que ce soit le protocole Dream City, puisque c'est un laboratoire expérimental finalement. Tous ces projets-là sont vraiment une continuité de ces corps qui nous habitent et de toutes ces réflexions qu'on a autour du geste du quotidien, un geste non surfait, non surjoué, non surhabité, et qui évoque à tout à chacun qui lui révèle son espace intime sans aucune prétention, dans une grande humilité et dans une grande distanciation. Comment rendre tout ça accessible, comment construire des espaces communs, comment rendre l'invisible visible, comment redonner valeur à la singularité de chacun, ce qui fait la richesse de toutes nos sociétés. Donc il y a une véritable réflexion avec Selma qui nous habite depuis longtemps. C'est aussi ce corps social, ces corps sociaux, cette multitude de corps et de présence. Quand je parle de corps, je parle de mémoire, je parle de récits de vie, je parle de narratifs, d'expériences de vie. Et notre geste est, à mon sens, notre geste artistique est très très lié à la vie en fait. Et c'est un prolongement de la vie. Comment esthétiser cela ? Comment l'amener au plus grand nombre, comment le partager avec le plus grand nombre dans une totale sincérité, et comment se dénuder et avoir
l'audace et la sincérité de se mettre à nu pour aussi dévoiler la fragilité de l'humain, de nous tous, qu'on essaye de camoufler derrière de multitudes carapaces et faciès. Et en fait, c'est vraiment déserter tous ces corps pour revenir au corps principal, au corps central, presque à l'âme de chacun et au souffle premier de nous. Et visiblement, ça résonne tout un chacun et toute une chacune. Et voilà, c'est... oui, je suis totalement d'accord avec ce que Charlotte vient de nous décrire. Eh bien, justement, vous parlez de votre sœur, Salma, votre sœur qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Mais j'avais envie de faire résonner sa voix avec nous pour poursuivre sur ce processus. On l'écoute ? Donc c'est un protocole. On travaille beaucoup par protocole et aussi sur partition. Donc à chaque projet, en fait, pour créer ces dispositifs s'il fallait donner un gros titre, une ligne rouge, à chaque fois c'est une manière de créer des sociétés rêvées. On écrit, pour celui-ci, on a écrit tout un protocole qui contient 5 questions qui sont communes à toutes les villes qu'on traverse. Et ces 5 questions nous permettent de partager un moment d'interview avec des personnes qu'on rencontre dans les villes qu'on visite. Donc il y a cette idée aussi de partager un moment où on a le temps, on se pose pour écouter. Il faut avoir le temps d'écouter ces personnes-là. Et dans le rendu ensuite de toute la pièce, au final, on a essayé aussi de mettre un dispositif qui permet aussi de donner ce temps-là et ce temps de rencontre. Et enfin, l'ambition pour nous, c'est d'avoir une proposition qui présente des personnes différentes, mais qui parle, c'est un projet éminemment politique, et qui parle aujourd'hui de nos failles qu'on porte tous. On est tous responsables de ce que nos sociétés font aujourd'hui. On est dans des discours qui sont réellement plutôt qui viennent du sensible, parce qu'on n'est pas dans l'intellectuel, donc on est dans le sensible, mais dans quelque chose qui dit beaucoup de ce qu'aujourd'hui, de là où on a failli dans nos sociétés aujourd'hui, et de manière commune dans le monde. Alors ici, Salma revient justement sur le protocole de travail que vous avez eu sur Le Moindre Geste, un projet que vous avez d'ailleurs présenté au Festival de Marseille, aux rencontres chorégraphiques de la Seine-Saint-Denis, avant d'être invité donc par le Théâtre de Gennevilliers. C'est un protocole que vous avez élaboré et qui vous permet de travailler dans chaque territoire d'invitation pour récolter de nouveaux récits. Je me demandais pourquoi vous avez eu besoin aussi de réinventer les récits à chaque territoire et ne pas, par exemple, faire circuler les récits tunisiens. L'idée de ce projet du Moindre Geste, c'est aussi d'avoir la sincérité de la fragilité de l'espace de la rencontre. Et l'idée, c'est pas de faire voyager non plus des récits, mais c'est de révéler la richesse d'un territoire à ses citoyens, à ses habitants, la richesse d'un quartier. Et de ces personnes, qu'elles soient étrangères au territoire ou pas, mais en tous les cas habitants de ce territoire, de cultures différentes, de croyances différentes, de visions du monde. Donc comment ces personnes et ces personnalités, parce c'est des personnalités pour nous, c'est des personnes très importantes, comment elles embrassent le monde, comment elles racontent le monde, et qu'elles ont une véritable histoire. Et c'est des petites histoires, c'est ces petits regards, c'est ces petits gestes, ces petites respirations qui pour nous racontent le monde, racontent la vie, racontent le précieux de chacun et de chacune, malgré les détresses de ce monde dans lequel on vit. Et l'idée, c'était aussi de révéler leur poésie la plus profonde, parce qu'ils dévoilent une grande poésie extrêmement importante pour laquelle on a énormément de respect à partir de là où ils sont, de ce qu'ils vivent et du combat qu'ils mènent dans leur vie. Et quelle chance qu'on a eu que ces personnes qu'on porte beaucoup dans nos corps et dans nos cœurs,
ont accepté de nous révéler leur espace intime, qui vient interroger nos espaces intimes aussi, et par ricochet interroge aussi les espaces intimes de ces publics qui viennent vivre cette expérience, parce que c'est une expérience, il n'y a rien à voir. On ne fait pas spectacle. C'est vrai qu'avec Selma, on déteste l'idée de faire spectacle. Et donc c'est vraiment, elle le dit très très bien, tout notre parcours, en tous les cas, d'expérience en expérience, de chapitre de vie en chapitre de vie. L'idée, c'est de rêver toujours ces sociétés actuelles. Mais c'est des rêves concrets et concrétisables. C'est surtout ça. C'est-à-dire que ça ne reste pas à l'état de rêve, mais c'est un rêve acté. C'est un rêve présent, c'est un rêve habité et ancré. Donc c'est ça qui anime en fait notre vie au quotidien et qui fait vraiment partie de nous. Justement, vous parliez de chapitres et je me demandais, est-ce que chaque projet amène de nouvelles choses au projet suivant ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que le projet du moindre geste a apporté au projet suivant ? Alors, c'est assez incroyable, je trouve la question très juste et on aime aussi écouter parce qu'on peut tracer une voie dans la vie et il y a des accidents de parcours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est les accidents de parcours, parce qu'après le moindre geste, on est supposé donc travailler, et on est en train de travailler sur l'opéra du geste, qui se donnera à voir en 2025 au Festival d'automne, au Kunsten Festival des Arts, au Festival de Hollande. Il y a une tournée assez importante qui se prépare pour ce projet-là, et incroyablement, la rencontre qui date déjà de 10 ans avec la curatrice Hour El-Qasimi de la Sharjah Art Foundation et de la Biennale de Sharjah, la fondatrice de la Biennale de Sharjah, était là en repérage pour le festival Dream City, puisqu'elle a été aussi curatrice invitée aux côtés de Yann Goossens, de Selma et moi-même sur cette 9e édition, et c'était un plaisir de collaborer avec elle. Et en fait, en échangeant, et on était parti pour une résidence de l'Opéra du Geste, dans l'écriture du livret, en fait, à partir de ces récits de vie, du moindre geste, à Sharjah, pour avoir un temps de silence, loin de tout, pour pouvoir travailler et écrire. Et elle nous dit, écoutez, il faut vraiment visiter, il y a un vieux cinéma, et j'aimerais bien que vous le visitiez. Et on y va, et c'est un cinéma, un beau vieux cinéma, complètement vide. Et quand on est arrivé dans cet espace, après la période de Covid, cet espace était magiquement et majestueusement parlant, habité par des pigeons. Et tout d'un coup, il y a cette émotion de plonger dans l'immensité du monde et de la nature, et de revenir à une échelle, donc à l'humain face à cette grandeur qui est cette mère nature, cette puissance de la nature. J'ai eu une émotion assez avec Et en sortant de là, je disais à Selma, je lui dis, c'est incroyable, il n'y a rien à faire en fait. C'est la lumière du jour, c'est un corps, et la rencontre avec l'autre espèce, avec un animal. Et de retrouver cet équilibre et cette balance. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Où est la place de la nature dans nos vies aujourd'hui, avec tous ces bâtiments qu'on a construits, de par ce monde capitaliste et cette puissance humaine exposant. Et on voulait vraiment, de manière très simple, et avec une présence, et on cherche de jour en jour la justesse et l'équilibre, de rencontrer ce pigeon et d'essayer de concevoir et construire et créer ensemble, et lui, et mon corps, et la musique de Jihad Khmiri dans Bird, avec le regard extérieur et l'écriture de Selma en extérieur, à la périphérie du projet, de trouver cet équilibre d'un narratif commun. Voilà, donc c'est assez intense et en tous les cas c'est un protocole, c'est une composition, c'est une partition qui est en déséquilibre et en équilibre permanent. En fait, c'est vraiment la chute et la perte de l'équilibre et la reconstruction depuis les racines et comment s'enraciner dans cette nature qu'on a perdue, avec laquelle on a perdu le geste le plus simple, le plus sain. Et de toucher cette nature de près, puisqu'on vivait, il y avait un équilibre en tous les cas de vie, au lever du jour, au coucher du soleil, il y avait des battements les espaces étaient naturellement partagés, mais l'être humain n'a fait que conquérir et surconquérir et surenchérir ces confiscations d'espace.
Mais justement, revenons justement à Tunis pour parler de votre tout dernier projet. C'est intéressant, je n'avais pas imaginé cette question qu'elle allait faire comme ça, le tuilage. Donc votre dernière pièce s'intitule Bird, vous l'avez créée ici à Tunis pour le festival Dream City. Vous avez commencé à en parler, mais est-ce que vous pourriez nous raconter d'abord l'intuition qui vous a donné envie de vous lancer dans cette nouvelle recherche, vraiment la toute première intuition? Alors on l'a créée, pour être juste, elle a été coproduite par la Biennale de Sharjah, donc la dernière biennale 2023 et le festival Dream City. Et donc l'avant-première s'est faite en ouverture à la Biennale de Sharjah, curatée par Houl Qassimi. Et donc on a performé ce protocole, cette expérience de vie avec les pigeons donc le 8 février à Sharjah. Et puis effectivement là on ouvre les portes à Tunis avec cette première et avec cette série de dates, ce qui est intéressant parce qu'on l'expérimente, je l'expérimente à raison de 3 fois par semaine. Donc j'ai trois actes différents et 3 chapitres, puisqu'on est 3 semaines sur le festival. Et effectivement, l'inspiration première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était la rencontre à Khorfaken, donc une ville de Sharjah, avec cette salle de cinéma qui était inondée, habitée par des pigeons qui nous ont... j'avais l'impression d'être leur invité, en fait. Et à partir de là, vraiment, il y a eu cette réflexion. C'est la première fois, je ne m'y attendais pas, et j'adore ces contraintes. On parlait d'accidents de parcours, puisqu'on était sur le livret de l'opéra du geste et l'écriture et la recherche musicale et toute cette dimension qui va voir le jour, je l'espère, en 2025. Et tout d'un coup, voilà, un projet, j'adore ces éléments de surprise, inattendus, pas prémédités du tout, et qui, voilà, la rencontre avec une curatrice que j'aime beaucoup, une invitation ouverte, et on se disait, parce que ça fait 9 ans que je ne suis pas monté sur un plateau, en fait, on a toujours écrit, on a continué à écrire pour les autres des protocoles d'intervention, comme Le Moindre Geste, qui a démarré au Frac Lorraine, voilà, avec Béatrice Josse, et Houl est arrivé avec cette proposition et je me suis dit, il y a un appel à la vie, un appel au retour à l'espace scénique, et pourquoi pas. Et je rêvais longtemps que Selma écrive pour moi un solo, et elle me dit non, moi je préfère rester à la périphérie, et puis elle adore regarder, elle adore écrire, elle est plus dans l'analyse et dans le travail, mais même si je veux qu'elle me rejoigne sur scène, j'ai l'impression qu'elle est en moi tous les soirs, et voilà, et c'est une super belle complémentarité, un beau cadeau de la vie. Et puis je veux remercier aussi Jihed Khmiri pour sa composition et tout le parcours qu'il a fait avec moi, d'abord sur le plan humain, c'est un homme majestueux et magnifique, et dans le travail, voilà, il y a une entente. Et puis mes 2 magnifiques pigeons, Shams et Tabriz. Shams est un mâle, Tabriz est une femelle, et je ne sais pas, toute cette mixité, voilà, qu'est-ce qu'elle invente encore comme corps, un extra-corps multiple, composé de féminin et de masculin. Et voilà, donc c'est toute cette complexité de la vie, mais qui est dite de manière très simple, mais qui se cherche. On a l'honnêteté de se dire voilà, que tous les soirs, c'est un nouveau récit qui s'invente, parce que c'est du vivant, parce que c'est pas des animaux domptés. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et en fait, c'est un travail, c'est une construction d'un corps multiple qui prône la liberté. Voilà, Bird, comme le titre nous invite à le deviner, invite l'oiseau comme partenaire de votre partition chorégraphique. Mais est-ce que vous avez eu envie d'observer l'oiseau, son geste, son envol, pour coécrire avec lui une danse que vous interprétez au plateau, ou est-ce que c'était une coécriture avec l'oiseau, donc enfin les pigeons plutôt? Oui, c'est une coécriture accidentelle qui s'est quasi imposée à moi, et c'est ça qui, à moi et à Selma et à Jihed aussi, parce qu'on a été tous effectivement pris par ce nouveau corps. Mais l'idée, c'est pas de reproduire le corps de l'oiseau, mais c'est effectivement de co-créer un nouveau corps. Et donc je ne sais pas si je l'habite ou il m'habite, mais en tous les cas il y a un voyage de l'un vers l'autre. La musique vient habiller tout cet espace et vient nourrir aussi dans les profondeurs par des rythmes qui sont d'ici. Donc oui, absolument. C'est une coécriture, mais complètement inventée et nouvelle pour nous. Et c'est ce qu'on adore en fait, de perdre pied et d'essayer de se reconstruire et d'être le plus juste possible en tous les cas, et de trouver cet équilibre entre l'interprétation, la posture, la présence, la manière de concevoir et de voir le monde par le corps, de le porter. Voilà, toutes ces combinaisons font que, et tous ces paramètres font que, je sais pas, ça invente un objet assez particulier et qui se réinvente vraiment
tous les soirs. Ce n'est absolument pas la même expérience. Je suis moi aussi agréablement surpris et en même temps on vient aussi, Selma et moi, du jazz. Et dans le jazz, ce que j'aime beaucoup, c'est cette carrure musicale bien ancrée, bien présente. Mais après, il y a des fuites, il y a de l'improvisation et la notion et la dimension d'improvisation, ce qui amène à l'écoute aussi, l'écoute de la fragilité de la vie. Voilà, de nouveaux éléments et je ne peux pas les occulter. Ils sont là et je dois composer avec à l'instant T. Et c'est ça qui m'excite le plus. Justement, Bird, on peut dire que voilà, c'est une pièce pour un danseur que vous êtes, un musicien, Jihad, qui vous accompagne, et 2 pigeons, 2 variétés de pigeons. Mais comment ensuite vous avez composé l'écriture pour trouver cet équilibre fragile, délicat, qui se réinvente tous les soirs, notamment avec la musique? Est-ce qu'il y a des passages écrits ensemble? Je crois que vous avez des rendez-vous et en même temps des espaces où vous êtes libre. Enfin, comment ça s'est construit ensemble? Alors tout est écrit. Tout est très précis, de bout en bout. Tout est très, 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 très écrit. Vraiment. Mais dans cette écriture vient l'élément pigeon, donc qui est extrêmement important et essentiel. C'est l'élément perturbateur. Voilà, c'est les accidents de la vie, c'est les choses qui te sortent pour t'amener ailleurs, pour vivre de nouvelles expériences. Il faut l'accepter, il faut l'incorporer, il faut le vouloir, de se laisser porter vers l'inconnu, tout en étant bien ancré. Mais il y a une donne de l'inconnu qui est assez incroyable et importante dans la pièce, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, ce qu'on voit au sol dans Bird, c'est une partition. En fait, on travaille beaucoup avec la partition avec Selma. Elle est soit sur papier, comme pour La Roussa, où on était comme un violon et un alto en train de lire des partitions en permanence à 2, à partir de cette gestuelle de main qui appartient aux femmes potières de Sejnen, dans le nord-ouest de la Tunisie. Et donc là, c'est une partition qui est au sol et qui est composée du mot Bird, B-I-R-D, et on est parti chercher les valeurs de chaque mot, et chaque mot a une valeur, et l'ensemble et la somme de ces mots-là et de leurs valeurs donne le chiffre 33. Et tout est composé là-dessus, en fait. Et à chaque lettre, il y a un phrasé chorégraphique précis et une phrase rythmique précise, et la totalité, parce qu'au départ je commence par exposer le matériel chorégraphique pour donner les clés aussi aux spectateurs et aux personnes qui sont présentes. C'est plus que des spectateurs, parce que je les invite aussi à expérimenter leur corps à partir de ces corps-là, et en tous les cas leur donner les clés pour pouvoir traverser avec moi tout ce moment de vie et de partage avec Shams et Tabriz, les 2 pigeons, et Jihad par la musique. Et donc effectivement on s'est beaucoup inspiré, parce que c'est toujours Selma et moi, on s'est beaucoup inspiré des corps de Shams que j'ai rencontré quand il avait 2 mois. Et à partir de là, je me suis beaucoup posé, on s'est posé pour l'observer, pour regarder. On a beaucoup lu aussi autour des pigeons, de leur singularité, de leur voyage, de leur traversée de territoire, de leur instinct, énormément de documentaires aussi. Il y a eu une phase de recherche très importante. Puis la base, en tous les cas, de la composition, de la partition, elle se base sur le carré magique aussi. Donc il y a une grande part très mathématique, on va dire, de chiffres, et la numérologie est très très présente dans Bird. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose de nouveau, parce qu'on a travaillé sur les spirales de Fibonacci sur Wasl, donc Wasl qui était une pièce qu'on avait fait en 2007, qui est sur le travail du tour et de l'équilibre dans la danse, et donc à partir du rythme du cœur au repos. Donc cette pièce d'1h12 qui traverse comme ça et qui est assez hypnotique, où on ne voit que par transparence les choses. Voilà, donc je pense qu'il y a une continuité. Oui, une obsession, oui, un acharnement sur l'invisible, et en tous les cas de ces choses du sensible. Selma le dit très très bien aussi, effectivement, et c'est ce qui nous intéresse, c'est cette porosité, c'est cette fragilité de la vie qui nous constitue tous. Mais ce que j'apprécie dans Bird, c'est aussi ne pas peur de se mettre à nu, en fait, et de ne pas simuler les situations, mais d'essayer en tous les cas le plus possible de les vivre sincèrement aux yeux de tout le monde, et de les partager en toute sincérité. Je pense à une remarque, une très jolie remarque et un compte-rendu qu'avait fait mon doctorant Thibaut de Meyer, qui m'aide vraiment très bien dans ses travaux, qui a une force spéculative absolument incroyable, et qui disait, il avait lu un livre de la philosophe Salomé Vogelin à propos de la puissance des sons. Et il disait, qu'est-ce que le son change dans notre rapport au monde? Et en fait, il disait, en fait, quand on est dans l'ordre du visuel, on est dans l'ordre de la certitude. D'ailleurs, il faut le voir pour le croire, et des choses comme ça. Alors qu'avec un son, quand vous entendez un son,
vous avez une énigme qui se crée. Vous ne savez pas nécessairement d'où il vient, vous ne savez pas qui l'a produit. Et il disait, le son vous pousse à aller voir plus loin. Il vous met en quête. Et il disait qu'il y avait une très grande différence, et c'est assez joli, entre la vérité visuelle et la vérité sonore. La vérité visuelle, disait-il, est une vérité référentielle. Je vois cette chose et je sais à quoi elle réfère. Donc on est dans l'ordre de la vérité, où d'une certaine manière il y a une certitude qui va s'installer. Alors que si j'entends un oiseau chanter, il disait, on est dans l'ordre d'une vérité générative, c'est-à-dire une vérité qui doit se mettre en quête de plus de réel. Je ne sais pas où est cet oiseau, je ne sais pas qui il est. Peut-être que je le saurai parce que j'apprends à le reconnaître et tout. Et donc, d'une certaine manière, la vérité ou la quête de son est une quête de curiosité et qui respecte d'une certaine manière le fait qu'on ne sait pas tout et qu'on n'a pas accès à tout. Alors que le visuel nous donne quelque sorte une espèce de primauté d'accès. On est presque maître en la demeure dans le visuel, alors que dans le sonore, on doit rester des apprentis. Ici, la philosophe Vinciane Després, qui a écrit le livre intitulé « Habiter en oiseau », nous invite à la vertu de cultiver notre écoute pour se mettre en quête de sens, d'un nouvel ordre de sens en tout cas. Est-ce que c'est cette curiosité-là aussi qui vous a guidé à co-écrire cette partition avec et en présence d'oiseaux, avec le visible et avec l'invisible aussi? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est une philosophe que j'aime beaucoup, que j'écoute et qu'on écoute beaucoup, énormément, et d'ailleurs qu'on a lu pour Bird, absolument, et qui a enrichi aussi le travail et toute la notion de territoire aussi. C'est extrêmement important ce qu'elle dit, et elle nous a éclairés énormément. Et effectivement, c'est cette dimension de quête de choses qu'on ne perçoit pas. Et j'ai l'impression, c'est tellement juste ce qu'elle dit, effectivement, c'est cette quête, je ne sais pas si c'est de la vérité ou des vérités, mais en tous les cas de l'imprévisible, de choses qu'on ne connaît pas. Et l'idée, ce n'est pas de les toucher, mais c'est de les palper. Ce n'est pas de les rendre visuels, pas du tout, mais la dimension du sensoriel et du champ du sensible, Selma en parle tout à l'heure, effectivement, mais de pouvoir les sentir, mais de l'intérieur, de pouvoir les ancrer en nous et de créer une nouvelle mémoire, en fait. Il y a quelque chose de réinventer sa propre mémoire à travers toutes ces quêtes. Et effectivement, c'est pour ça que je parlais de la fragilité de Bird, parce que c'est tellement imprévisible, mais en même temps, c'est tellement passionnant et puissant, parce que ça nécessite c'est pas juste, on n'est pas dans l'exécution d'un phrasé chorégraphique ou d'une gestuelle, mais c'est au-delà. Ça nécessite vraiment un double accord de présence. Et Shams et Tabriz, ces deux pigeons, sont pour moi des ouvreurs de frontières. Sans leur accord, on le perçoit certainement sur mon corps, parce qu'ils le transpirent, parce qu'ils me dictent des choses. Sans leur accord, je ne peux pas avancer. Il faut qu'ils me donnent cet aval, mais imperceptible. Il y a un échange, il y a un dialogue permanent, extrêmement tendu, mais en même temps extrêmement délicieux et très très fort à chaque instant de la pièce. Et il y a une dimension il y a quelque chose de l'ordre de vivre l'ici et maintenant et l'instant présent de manière intense et très 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 présente. Et je ne peux pas les abandonner, en tous les cas, je suis à l'écoute en permanence de mes partenaires de scène. Et c'est une écoute particulière, extrêmement sensible, extrêmement périlleuse, parce que je ne décode pas tout. Je n'ai pas la prétention de décoder quoi que ce soit, mais je les laisse me traverser pour me guider. Voilà, donc c'est vraiment dans cet équilibre très très périlleux, ou dans ce déséquilibre permanent que je me retrouve. Troisième chose, défier la gravité. Je me contenterai de pousser jusqu'à son extrême limite ma réflexion sur l'horizontal et le vertical. Et quelque part de faire sauter le verrou de la raison et d'entrer provisoirement dans le domaine de la rêverie. Regardez. Lorsque ma station debout, verticale, donc la verticalité de la colonne vertébrale, tend de se conjuguer avec l'horizontalité, il y a deux conséquences possibles. Ou bien je tombe, ou bien je vais aller à l'autre horizontalité, dans l'air, et je vole. Soit je suis morte, soit je deviens oiseau. Et ce serait donc ma définition 3, chorégraphier, c'est défier la gravité. Avec ce propos, je veux rendre hommage à la chorégraphe américaine Trisha Brown. Je lui vouais et je lui voue toujours une intense admiration. What is the most beautiful movement? Quel est le plus beau des mouvements? Lui avait demandé un journaliste et Trisha Brown avait répondu du tac au tac, flying, voler.
Mais au fond, est-ce vraiment une rêverie? Volare, felice de stare lassù, tout bien pesé, c'est beaucoup plus mécanique et rationnel que cela. La réflexion sur la gravitation est plutôt l'indice d'un passage. C'est même peut-être le passage de la danse classique à la danse moderne. Isaac Newton, découvreur des lois de la gravitation, avait été tout à la fois le dernier des magiciens, formé à l'école de l'alchimie, et le père de la modernité scientifique. Isaac Newton était un passeur. De la même manière, j'oserais dire que cette magicienne qu'était Trisha Brown nous a fait passer des schémas de la danse classique où, traditionnellement, les mouvements sont réglés par les lois de la géométrie. Et avec Trisha, il y a une des principes révélations de la danse moderne qui sont venues à la surface. Nos mouvements dépendent de la manière dont nous composons, dont nous négocions avec la gravitation pour nous en servir et pour la défier. C'est vraiment dans le travail de Trisha Brown que c'est, je crois, embodied, incarné d'une façon merveilleuse. Le défi lancé à la gravité évoque tout à la fois l'infini, la joie, la légèreté et la vitesse. On peut même dire que la technique classique des pointes procédait bien évidemment de la même aspiration à vol. C'est l'aspect heureux de la virtuosité. J'aime la virtuosité qui n'est pas réductible à la discipline parce qu'elle a une face d'insouciance. Angels fly because they take themselves lightly, écrivait Chesterton. Les anges volent parce qu'ils sont capables de se prendre à la légère. La danseuse et chorégraphe Anne-Theresa de Kersmaeker, dans une conférence donnée au Collège de France, où elle tentait de donner après 40 ans de carrière sa ou plutôt ses définitions du geste de chorégraphier. Et dans cette troisième définition, elle évoque la défiance de la gravité en prenant exemple sur l'oiseau. Et vous, dans votre Bird, vous, à plusieurs moments, vous cherchez aussi, je crois, à défier la gravité dans un corps à corps avec l'oiseau même, je dirais. Comment vous avez trouvé votre danse dans ce projet? Est-ce que vous avez cherché une tentative de conversation avec lui et comment la défiance de la gravité est venue aussi mettre son grain de sable, je dirais? Alors c'est à la fois une conversation et beaucoup d'observations, basées sur énormément de temps de silence et d'écoute, réellement. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec elle. Elle peut, après 40 ans de carrière, effectivement donner cette définition. Cette dame que j'apprécie énormément, Anne-Theresa de Kersmaeker, et qui est pour moi une référence centrale aussi, et extrêmement importante dans le monde de la danse d'aujourd'hui. Et effectivement, cette dimension de défier la gravité est extrêmement présente dans Bird et dans l'expérience de Bird. Et tout est en permanence à la recherche de l'équilibre, de l'envol. Et j'aime beaucoup cette idée quand elle dit « et puis dans l'autre sens, je suis morte ». Et la dimension de la mort et de la renaissance aussi. Et l'équilibre se trouve. En tous les cas, il est entre ces deux espaces. Mais en même temps, l'envol et le dépassement. L'envol, pour moi, c'est le dépassement de soi. Par, effectivement, cette colonne vertébrale et cette dimension de l'équilibre. Et puis, la défiance de la gravité, c'est aller au-delà de soi, au-delà du geste. Et voilà. Et donc, Bird est dans cette dialectique permanente de je suis morte et une renaissance. D'ailleurs, dans cette partition, on l'a dit, vous n'êtes pas tout à fait, ou en tout cas pas complètement maître à bord. À un moment, le pigeon blanc, enfin le jour où j'ai assisté à la représentation, à un moment, le pigeon blanc est sorti de scène alors que vous aviez, je crois, un passage à deux avec lui à ce moment-là. Vous aviez besoin de sa présence pour danser avec lui. Il a préféré aller explorer la salle, dire bonjour aux personnes présentes. Comment vous composez avec ces imprévus, justement? Oui, et c'est magnifique parce que des fois, effectivement, il y a aussi, donc, dans la technique de la danse, il y a toute cette maîtrise, et des fois cette maîtrise nous échappe.
et je ne le cache pas, cette fragilité où je perds pied, encore une fois. Et donc le fait de perdre pied est quelque chose de totalement naturel et que j'accepte complètement. Je le montre parce que c'est malgré moi, parce que ma maîtrise a aussi des limites et je trouve ça extrêmement intéressant, donc je l'accepte, il est complètement incorporé en moi. Certains soirs, j'arrive à aller au-delà encore dans la maîtrise. Et donc, c'est vraiment... et j'aime beaucoup ça dans Bird, en fait. Tout est basé sur la technique de la danse, sur la dimension, effectivement, de la quête de l'équilibre, la dimension du tour, la dimension de cette composition, de cette partition au sol. Voilà, c'est ce qui me passionne, en tous les cas, c'est ce qui nous passionne. Et on parlait du jazz tout à l'heure, et effectivement, de sa musique, de sa danse et de toute son histoire. Et il y a énormément d'empreintes de ça aussi dans Bird. Et effectivement, j'adore cette dimension aléatoire parce que voilà, c'est cet instrument vivant, comme moi, cet instrument vivant qui, dans cette carrure, dans cette structure chorégraphique, dit moi, maintenant, ma base est là, mais je suis ailleurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on passe énormément de temps ensemble, comme ils sont là, comme ils m'habitent, je les habite aussi et Jihad aussi, en fait, il n'y a pas de coupure. Mais il ramène une autre structure musicale, il ramène une autre dynamique à laquelle on ne s'attend pas. Et donc, il nous emmène tous, et moi, et le public, et toutes les personnes qui font la pièce, vers un ailleurs, que je ne découvre qu'avec vous, de manière honnête et transparente. Et j'essaye de construire à ce moment-là, avec ces données qui sont dictées par Shams ou par Tabriz. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est cet espace de fragilité où le performeur, je dirais pas l'interprète, où le performeur perd pied. C'est autre chose que j'attends des oiseaux. Et j'attends d'eux de nous ouvrir l'imagination, c'est-à-dire de pouvoir multiplier, je reprends une phrase de l'anthropologue Viveiros de Castro, de multiplier les mondes, c'est-à-dire de multiplier les manières d'habiter. Et je pense que notre imagination, elle pourrait s'en sortir, je pense, plus flexible, peut-être plus mieux nourrie, si en lieu et place de ces quelques pauvres conceptions du territoire que nous avons et de la propriété privée qui le marque tellement, cette conception, on avait des conceptions beaucoup plus larges, beaucoup plus diverses, beaucoup plus... Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, d'une certaine manière, moi, je ne m'autorisais pas trop d'analogies parce que je les trouve très périlleuses, mais aussi parce que je ne voulais pas faire quelque chose qui est le sale coup qu'on fait au lecteur, c'est-à-dire de faire tout le travail d'imagination à sa place. S'il y avait quelque chose, il me semble qu'un livre peut produire comme bonheur et à la fois comme travail intéressant pour un lecteur, c'est de laisser le lecteur repartir avec et lui-même nourrir ce livre avec sa propre imagination en faisant lui-même ses analogies. Et là, libre, je vais dire, ça c'est le travail du lecteur et je pense que ça fait partie, je pense, du boulot enfin en tout cas tel que je le conçois, de mon boulot de philosophe, c'est de mettre les autres après moi au même travail jubilatoire de la pensée que ce que j'ai pu recevoir de ceux que je lisais. Vinciane Després encore raconte ce qu'elle attend de son observation de l'oiseau. Et je me demandais, qu'est-ce que vous aussi vous attendez de l'oiseau, Sofiane Huissy ? Qu'est-ce que permet l'observation des oiseaux d'une nouvelle manière peut-être d'habiter le monde ? Attendre, sincèrement, je n'attends absolument rien. Donc je n'ai pas d'attente particulière, c'est ça que je veux dire. Mais effectivement, c'est une grande leçon de multiplicité de territoires, effectivement. Donc quand je parle de territoire, dans le sens large, mais aussi dans le sens physique du territoire, donc les corps. Et le corps est donc cette dimension de pouvoir à la fois se sentir pluriel au travers de ce qu'il nous propose et nous déplace pour toucher à des parties sensorielles existantes en nous, mais qui sont ignorées et que je découvre vraiment au travers de ce nouveau corps qui m'amène à aller puiser l'énergie ou en tous les cas découvrir des espaces en moi auxquels je n'étais pas du tout éveillé. Donc voilà, c'est toute cette richesse-là et réellement c'est la richesse de la rencontre, d'une rencontre que je n'arrive pas à... Je ne veux pas l'analyser, je ne veux vraiment pas l'analyser, la conscientiser. J'aime beaucoup la dimension
dimension de l'inconscient, de la surprise, de l'élément surprenant qui vient me bousculer, m'interroger sur effectivement mon parcours de vie, sur la manière de concevoir aussi un plateau. C'est quoi d'être sur un plateau? C'est quoi aujourd'hui écrire une pièce chorégraphique ou un phrasé chorégraphique? De quelle manière? Pour quel public? Et tout cela vient vraiment réinventer en tous les cas nos espaces de création aussi, parce que la finalité est un peu aussi égoïste et elle est au service d'une pratique aussi artistique, et c'est aussi des éléments qui viennent bousculer les interprètes. En tous les cas, moi, en tant que performeur, ça vient me bousculer, m'interroger sur ma manière d'être, de me questionner sur ma présence sur un plateau, sur comment aborder un phrasé chorégraphique, quelle est l'intensité de la présence, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est pas assez, et c'est extrêmement... je suis chanceux d'avoir pu travailler sur ce projet qui va encore m'accompagner pendant longtemps, puisqu'il y a une tournée qui se prépare. C'est pas juste exposer à des publics différents, mais c'est partager avec eux vraiment un instant d'une totale sincérité et une mise à nu totale en fait de ce que peut être un performeur à la rencontre de quelque chose qu'il ne maîtrise pas, parce que d'habitude on maîtrise de bout en bout notre espace, et là vraiment il y a des éléments de surprise. Je le disais tout à l'heure, c'est pas des oiseaux domptés, c'est des oiseaux libres qui ne sont pas en cage. Pour moi c'est très très important qu'ils gardent leur liberté, puisque moi-même je suis à la quête de la mienne, donc voilà. Merci à Charlotte Imbaud pour sa participation généreuse, à Jihad pour la musique, à Soufiane et toute l'équipe du festival pour l'accueil chaleureux sur Dream City. Bird sera au Caire au festival d'ECAF les 4 et 5 novembre prochains, avant une tournée en Europe au printemps 2024. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute, et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre écoute et merci de votre soutien.